Le pape François en visite au Canada où il doit s'excuser pour les violences subies par des enfants autochtones pendant plus d'un siècle dans des pensionnats gérés par l'Église. Les Tunisiens appelés aux urnes ce lundi pour un référendum sur la Constitution qui donnera plus de pouvoir au président. La Russie n'est pas à l'origine de la crise alimentaire mondiale, selon le ministre russe des Affaires étrangères, qui a rencontré les ambassadeurs de la Ligue arabe au Caire. En Birmanie, les médias d'État ont annoncé ce lundi l'exécution de 4 opposants à la junte au pouvoir. Le pays n'avait plus appliqué la peine de mort depuis 1988. Le pape François est arrivé ce dimanche au Canada pour une visite de 6 jours. Une visite très attendue, au cours de laquelle il doit présenter ses excuses pour le rôle joué par l'Église pendant plus d'un siècle dans les violences infligées à des milliers d'enfants autochtones. Les excuses ont déjà été présentées à quelques reprises. Mais oui, cela signifie beaucoup pour lui de le faire en personne. Je pense que je serai plus engagée dans notre foi avec sa venue. Je vais prier pour que tout se passe bien avec le processus de guérison des gens, pour qu'ils reçoivent en quelque sorte la grâce de la venue du pape, de sa présence, juste de sa présence, d'être là. Et peut-être que ce sera quelque chose d'important pour les gens. En avril, le Saint-Père avait pour la première fois reconnu le rôle joué par l'Église dans les 130 pensionnats du pays. Au total, près de 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans ces écoles où ils étaient coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture, et souvent victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. En 2021, la découverte de plus de 1300 sépultures anonymes près de ces pensionnats avait créé une onde de choc au Canada. C'est un jour de bascule pour la démocratie tunisienne. Aujourd'hui, les Tunisiens se prononcent par référendum sur la nouvelle constitution rédigée par le président Kaïs Saïed. Ce texte instaure un régime très présidentiel en Tunisie. Le chef de l'État pourra notamment nommer et révoquer son Premier ministre à son bon vouloir. Un texte sur mesure pour le président Kaïs Saïed qui exerce avec les pleins pouvoirs depuis exactement 1 an, quand il avait dissous l'Assemblée nationale et limogé son Premier ministre. Le texte est jugé comme une grave menace pour la jeune démocratie tunisienne par plusieurs ONG et par l'opposition. En particulier le parti conservateur islamique Ennahda qui a appelé à boycotter le vote. Samedi, des manifestations organisées pour protester contre le référendum avaient mené à des affrontements avec la police et plusieurs arrestations. Sergueï Lavrov rejette les accusations selon lesquelles Moscou serait à l'origine de la crise alimentaire mondiale. Présent au Caire, en Égypte, où sont réunis les ambassadeurs de la Ligue arabe, le ministre russe des Affaires étrangères a présenté ses vérités, accusant les Occidentaux de déformer la réalité. Si quelqu'un veut être objectif, il n'a qu'à lire les conclusions du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies. Cela décrit bien les difficultés du marché alimentaire à partir de la pandémie de coronavirus, lorsque les chaînes d'approvisionnement ont été affectées. Lors d'une rencontre avec son homologue égyptien, Sergueï Lavrov a voulu rassurer sur les livraisons de céréales russes. L'année dernière, l'Égypte avait acheté 80% de son blé à la Russie et à l'Ukraine. Mais l'invasion russe a depuis fortement perturbé les expéditions de céréales. Le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire par la flotte russe a piégé des dizaines de millions de tonnes de céréales, exacerbant considérablement les problèmes déjà existants. Et si un accord pour reprendre les exportations de céréales ukrainiennes a enfin été signé la semaine dernière à Istanbul, celui-ci a rapidement été remis en cause par des frappes russes sur le port d'Odessa. Frappes condamnées par les Nations Unies et les Occidentaux, alors que le Kremlin affirme avoir visé des cibles militaires autorisées selon les termes de l'accord. La tournée africaine de Sergueï Lavrov doit se poursuivre en Ouganda, en Éthiopie et au Congo. Chiominiu à gauche et Fiosiato à droite font partie des 4 prisonniers exécutés par la junte birmane. L'annonce a été faite ce lundi par les médias d'État.
Il s'agit de la première application de la peine de mort en Birmanie depuis 1988. Chio Min-yu, 53 ans, également connu sous le nom de Jimmy, était un écrivain et opposant de longue date à l'armée, célèbre pour son rôle dans le soulèvement étudiant de 1988 contre la junte de l'époque. Phyo Ziat-to, 41 ans, était un ancien député de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, actuellement emprisonné. Il avait aussi été l'un des pionniers du hip-hop en Birmanie, critiquant l'armée dès les années 2000. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. Elles ont provoqué de vives réactions de la part de la communauté internationale. Bayram Begay est officiellement devenu le 8e président de l'Albanie ce dimanche lors de sa prestation de serment devant le Parlement. Désigné par le Parti socialiste de gauche au pouvoir, ce médecin et militaire de 55 ans avait été élu président le 4 juin dernier, malgré le boycott de l'opposition. Lors de son discours inaugural, il a défendu l'idée d'une Albanie européenne. Notre chère Albanie s'est déjà engagée sur une voie européenne irréversible, a-t-il déclaré. L'héritage antérieur du dilemme et le doute sur sa direction appartiennent déjà au passé. Au début du mois, l'Albanie, qui est déjà membre de l'OTAN depuis 2009, a reçu le feu vert de l'Union européenne pour entamer des négociations d'adhésion. Le nouveau président, Bayram Begay, a appelé les différents partis politiques à coopérer sur l'avenir du pays et à consolider l'état de droit. Elle était déjà devenue la première fille de son village à entrer à l'université. Elle est désormais officiellement la nouvelle présidente de l'Inde. Draupadi Murmu a été investie dans ses fonctions ce lundi, devenant aussi la première chef de l'État d'origine tribale du pays. Candidate désignée par le Bharatiya Janata, le parti nationaliste hindou, Draupadi Murmu avait été élue la semaine dernière à la présidence par le Parlement avec 64% des suffrages. 17 Haïtiens ont perdu la vie dimanche après le naufrage de leur navire au large de l'archipel des Bahamas. 25 autres personnes ont pu être secourues en mer. Le bateau aurait chaviré face à une mer agitée selon le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis. Pour lui, les exilés se dirigeaient vers Miami aux États-Unis. De nombreux Haïtiens tentent régulièrement de rejoindre illégalement la Floride par la mer pour fuir la misère et la violence. Aux États-Unis, dans le comté californien de Mariposa, près du parc national de Yosemite, le violent incendie qui sévit depuis vendredi continuait de s'étendre ce dimanche. Quelques 2000 pompiers appuyés par 17 hélicoptères combattent Hawkfire, tel qu'il a été baptisé. Ce feu a déjà ravagé près de 6500 hectares de forêt. Il menace des milliers de propriétés. Plus de 6000 personnes ont été évacuées. Fermez la porte derrière vous, la clim est en marche. Ces panneaux pourraient devenir de plus en plus courants dans les magasins. Ce dimanche, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé qu'elle généraliserait l'interdiction de laisser les portes des commerces ouvertes quand la climatisation ou le chauffage sont en marche. Une mesure simple déjà en place dans plusieurs villes comme Lyon ou Paris et qui permettrait d'économiser jusqu'à 20% d'énergie. Après avoir touché l'Espagne, c'est désormais au tour du Portugal d'être envahi par une algue brune originaire d'Asie. Cette algue non toxique pour l'homme, qui a déjà touché l'archipel des Açores et qui s'attaque désormais à la région de l'Algarve, met en péril la biodiversité des fonds marins. Elle inquiète également les pêcheurs. Les algues peuvent s'infiltrer dans les filets et faire en sorte que le filet n'attrape pas les poissons et qu'il n'y ait pas de poissons. Les algues invasives ont un impact négatif sur les espèces indigènes de la côte portugaise. En raison de sa texture, cette algue brune n'est pas consommée par les poissons et sa prolifération n'est donc pas contrôlée. Elle a profondément modifié l'habitat côtier des Açores, dans les zones où elle s'est déjà établie. En seulement 2 ans, elle a réussi à devenir l'espèce dominante sur le littoral. Cette algue, classée par l'Union européenne comme espèce exotique envahissante, serait arrivée en Méditerranée en s'accrochant aux coques des navires ou dans les eaux dites de ballast, l'eau de mer qui est puisée à bord d'un navire pour le stabiliser et qui est ensuite déversée lors de l'arrivée dans un port.